Bonjour à tous. Donc on va pouvoir commencer. Alors bienvenue à l'Experience Room pour cette conférence animée par la Direction générale des douanes sur la refonte import-export et plus particulièrement les changements qui sont attendus à l'importation en 2023. Donc pour cette conférence, je vais passer la parole à mes collègues dans un premier temps pour se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Sandra Fransry-Delio, adjointe au chef du bureau de la politique du dédouanement au sein de la direction générale et plus particulièrement en charge des processus import, export et e-commerce et donc particulièrement de certains des projets dont on va vous parler aujourd'hui et particulièrement du Delta import et export. Merci Sandra, bonjour à tous. Donc je suis Maude Chasserio, rédactrice au bureau Comit 1, politique du dédouanement et en charge des formalités avant dédouanement et les deux projets ICS2 et PNTS qu'on va vous présenter maintenant. Et Stéphane Moissavi, le directeur du programme de refonte import-export. Alors, on va pouvoir... Voilà, déjà juste une petite slide pour se remettre... alors, celle sur le planning. Celle d'après. Voilà, pour se remémorer en fait de quoi parle-t-on quand on parle de la refonte import-export, donc une modernisation des systèmes informatiques de dédouanement engagés au niveau européen. On est dans la mise en œuvre, enfin l'achèvement de la mise en œuvre du Code des douanes de l'Union et on est sur un chantier triennal donc qui s'achèvera fin 2025. L'année dernière, à peu près la même période, en fait, on vous avait déjà présenté en fait ce chantier. À l'époque, on était plutôt en phase de lancement. Et c'est vrai que un an plus tard, on commence à avoir fait un premier tour en fait du stade et on voit la ligne d'arrivée pour les premiers projets à l'importation, sur lesquels on a décidé de concentrer notre intervention. Donc deux qui concernent l'avant-dédouanement et le dédouanement. On peut passer à la slide d'après pour... Ce qu'on a essayé de faire en fait par rapport à ce qui avait été annoncé, c'est vraiment de se concentrer sur les trois séquences principales, en termes douaniers en tout cas, d'un processus d'importation avec la sûreté sécurité et la présentation en douane. Donc Maude Chasserio vous présentera. Et puis après la partie dédouanement avec le nouveau Delta IE. Dans les deux cas, en fait, ce qui nous semblait intéressant, c'était de déjà dans un premier temps pour chacun des projets, rappeler un petit peu les changements fondamentaux, enfin qu'est-ce qu'il demeure en fait et en même temps quelles sont les évolutions pour vous faire mesurer l'ampleur de l'évolution. Et puis après, donc on est sur des projets qui vont se concrétiser d'ici quelques mois. Donc c'est de faire aussi une photographie en fait de où en sont les travaux. Il y a un certain nombre de choses qui ont été produites depuis un an, enfin notamment par rapport au dernier SITL. Et en même temps, on est encore en plein dans les travaux. Donc c'est aussi vous donner un aperçu sur d'ici la mise en service de ces systèmes. En fait, qu'est-ce que vous allez recevoir de la douane en termes d'instruction, en termes de support d'information, etc. Donc, pour que vous ayez un peu de perspective pour voir comment ces derniers mois seront gérés. Voilà, donc je vais passer la parole tout de suite à Maude pour la première partie, donc sur toute la séquence avant dédouanement. Merci Maude. Merci Stéphane. Donc je vais mettre l'accent sur l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union et les nouvelles obligations, parce qu'elles existaient déjà auparavant pour ICS depuis 2011, mais je vais vous parler des changements dans le domaine de la sûreté-sécurité et puis la présentation en douane et le dépôt temporaire qui était un process qui n'était pas dématérialisé ni digitalisé et que nous avons l'obligation au niveau communautaire d'informatiser l'ensemble des process de l'avant-dédouanement. Donc, mon propos va être en 3 temps. Je vais vous reprendre les étapes logistiques et douanières et les acteurs qui interviennent dans cette chaîne logistique avec les différentes formalités douanières
et les types de déclarations. Dans ça, c'est la première étape. Je vais vous le commenter, ce schéma. Mon deuxième temps, ce sera sur le vecteur aérien, qui est le premier déploiement d'ICS-2 et de PNTS. Et je vous expliquerai dans le troisième temps les changements et le calendrier. Je terminerai par le calendrier. Donc les formalités obligatoires, vous les avez, toutes ces étapes logistiques avant dédouanement, elles se traduisent par 4 étapes qui va permettre d'assigner un régime douanier à une marchandise qui est introduite sur les territoires. Donc vous avez des formalités avant l'introduction, hein, à des fins de sûreté et sécurité. On souhaite, la Commission et les États membres, de sécuriser la frontière, et c'est à ce titre-là qu'on demande le plus en amont possible des informations à des fins de sûreté et sécurité pour donner un feu vert pour la suite du process de dédouanement ou de acheminement à l'intérieur de l'UE, ou même ICS s'applique, le système import-contrôle système s'applique aussi aux marchandises qui ne font que transiter sur le territoire de l'UE. Donc la première étape, c'est même en amont du territoire de l'UE, donc dans un pays tiers. Celui qui est redevable de cette première formalité, c'est le transporteur et le commissionnaire de transport, en tout cas les logisticiens qui acheminent les marchandises sur le territoire de l'UE. Donc cette première formalité, c'est la déclaration sommaire d'entrée, qu'on dénomme ENS, c'est l'acronyme anglais, qui est un message. Tous ces messages-là sont des messages électroniques basés sur un jeu de données commun qui nous permet d'aboutir à un chaînage de l'ensemble des formalités jusqu'à l'assignation d'un régime douanier. La deuxième formalité, quand la déclaration sommaire d'entrée est transmise dans le système, je vais vous parler du système ICSA, mais maintenant dans le système européen, parce que c'est là que nous avons reconstruit un ICS qui auparavant était basé sur 27 applications européennes. Là, les messages entrants de ces obligations par les transporteurs ou la chaîne logistique jusqu'à même un importateur potentiel, c'est transmis dans une base de données européenne qui est déjà construite, et je vais vous en parler un peu plus tard. Dès lors que ces marchandises ont été déclarées au niveau d'ICS, le moyen de transport va franchir la frontière. Et c'est la deuxième étape qui est sur le schéma, qui est la notification d'arrivée, qui est seulement obligatoire pour les navires et les aéronefs. C'est-à-dire que les autres types de transport, comme le ferroviaire, le fluvial ou le routier, c'est le franchissement de la frontière. Il n'y a pas de notification d'arrivée. Et c'est le transporteur actif, hein, c'est celui, pour certains, je vois, il y a quand même des personnes qui connaissaient la conduite et la mise en douane anciennement, c'est ça. C'est la conduite en douane du moyen de transport qui va annoncer des marchandises qui vont être l'étape suivante, déchargées. Et nous avons intégré une nouvelle obligation qui est la déclaration de dépôt temporaire, que beaucoup connaissaient sur l'obligation de transmettre le manifeste. Maintenant, nous avons une chaîne entre la déclaration qui est en amont à des fins de sûreté et sécurité et la déclaration qui va annoncer une marchandise qui va être déchargée physiquement dans un lieu qui est agréé. Alors, en France, nous avons le LADT qui est un lieu agréé à des fins de dépôt temporaire pour un délai de 3 jours ou de 6 jours si les marchandises sont acheminées sous transit. Et vous avez l'installation de stockage temporaire qui est une autorisation communautaire basée sur un délai unique de 90 jours de stockage. Et ces deux étapes se matérialisent par la notification de présentation des marchandises qui est faite avant le déchargement et qui permet à l'opérateur d'avoir l'autorisation de déchargement et également d'avoir des décisions de contrôle au niveau de la d'ICS. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que le transporteur ou son représentant ont la décision de contrôle et des ENS qui ont été transmis dans notre système européen. Et là intervient le contrôle à des fins de sécurité. Et la dernière étape, c'est l'attribution d'un régime douanier.
Alors, les régimes douaniers peuvent être des régimes particuliers, la mise en entrepôt, la mise sous transit, c'est un régime particulier. Et puis, la mise à la consommation, et Sandra va vous parler de Delta I par cette déclaration. Ce qui est important, c'est que c'est basé sur un jeu de données commun qui va être réutilisé. Toutes ces données vont être réutilisées jusqu'à la mise à la consommation de ces marchandises. C'est la nouveauté. D'avoir un jeu de données commun, vous avez une granularité qui permet de faire ce chaînage et d'atteindre, qui est la décision en tout cas des États membres et de la Commission, c'est d'attribuer la main levée que lorsque les formalités ICS seront exécutées. Ce qui est un petit peu nouveau, mais il faut préparer, voilà. Il faut que vous ayez en tête, si vous êtes chargeur, ben vous devez donner toutes les informations le plus en amont aux commissionnaires de transport ou aux transporteurs pour qu'ils puissent faire leurs formalités avant l'arrivée et même avant le départ, pour éviter de ralentir le passage portuaire ou aéroportuaire ou une frontière terrestre pour le dédouanement ou la mise sous transit. C'est important, c'est le message que je veux faire passer. On peut, voilà, deuxième. Donc là, je vous ai fait un petit retour de présentation un peu réglementaire. Là, je vais mettre le focus sur le process un peu plus fonctionnel et informatique et la mise en œuvre des applications qui permettent de déployer, en tout cas, la dématérialisation de l'avant-dédouanement de ce que je viens de vous décrire. Donc, vous avez la nouveauté, là, on a mis l'accent sur le vecteur aérien. Pourquoi? Parce que c'est la première ouverture d'ICS2, parce que ICS2 est un programme qui s'échelonne et qu'on a découpé au niveau des jalons en fonction des vecteurs de transport. Donc le premier vecteur qui est opérationnel, et c'est la nouveauté que vous avez, qui est l'étape 1, le dépôt de l'ENS à des fins de sûreté aérienne. C'est les nouvelles obligations, la mise en place de ne pas charger s'il y a un risque de bombe. C'est basé sur la législation de l'aviation civile, c'est la réglementation, mais c'est une mission qui nous incombe parce que nous avons l'analyse des données. S'il y a un risque, ben, c'est porté par les agents de la sûreté aérienne. Le dépôt de l'ENS complet, qui est pour chaque envoi, pour la pré-arrivée, ce qui est la nouveauté par rapport à ICS1, où vous aviez un seul message qui était utilisé pour tous les modes de transport. Là, vous avez un dépôt de déclaration sommaire d'entrée qui va remplacer le système ICS1. Donc, en fonction des vecteurs de transport, donc nous avons un échelonnement qui, on va en parler par rapport au calendrier tout à l'heure, par rapport au mode de transport. Donc, ICS1 va continuer pour les modes de transport comme le maritime, le ferroviaire, le routier, dans l'attente de la mise du déploiement d'ICS2. Mais pour le vecteur aérien, c'est l'année 2023 qui est l'année phare. Au mois d'octobre, ben, nous aurons une fermeture du système Delta, du système ICS1 au niveau européen. Cette déclaration de pré-arrivée, elle est plus complète, et ça c'est mon deuxième message que je veux vous faire passer, c'est que l'ENS qui était de 29 données, il y en a beaucoup plus, et c'est ce jeu de données commun qui est utilisé sur les mêmes modalités de remplissage au niveau du format, hein, qu'on soit dans une déclaration Delta ou une déclaration de transit avec l'alignement des ENS, vous aurez la même façon de remplir le jeu de données. C'est l'annexe B du règlement du CDU. Du règlement délégué, vous avez la liste des données en fonction du type de déclaration et du type de notification. C'est pour ICS ou pour ICS pour les ENS, c'est la série F. Et puis pour la notification de présentation et la déclaration de dépôt temporaire, c'est la série G. Et au niveau des formats, si vous voulez avoir la granularité, le format, la cardinalité de la donnée, c'est l'annexe B, règlement d'exécution, qui vous donne les formats. Et votre format, je vais prendre l'exemple de la localisation des marchandises que vous allez retrouver dans une déclaration de dépôt temporaire, parce qu'on est dans le lieu de déchargement de la marchandise. La manière de remplir ce champ sera la même que
delta, delta I. Vous avez un code en fonction si votre lieu est agréé, désigné ou autorisé. Vous avez un qualifiant qui va vous permettre de mettre un numéro d'autorisation, un bureau de douane, mais on aura la même construction de la donnée. Donc je voulais insister, cette ENS complet pré-arrivée, elle est en fonction des modèles en aérien. Vous avez 3 modèles, le modèle cargo, le fret cargo, le fret express et le fret postal. Et là, vous avez des jeux de données différents en fonction de ces 3 modèles. Très important. Et nous ne sommes plus sur un seul message, donc comme vous l'avez bien compris, plusieurs messages. Et nous n'avons plus 29 données ni 88 données au niveau du message électronique. Nous avons 200 données jusqu'à 700, 650, 700 en fonction de la granularité et du jeu de données correspondant du modèle fret postal, fret express et fret cargo. C'est important à souligner parce que ce jeu de données, il est complet. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais vous donner plusieurs exemples. Le SHI est une donnée obligatoire. Vous avez l'expéditeur, le destinataire. Si le destinataire est différent de l'importateur, vous devez donner l'importateur. Vous avez véritablement tout le jeu de données beaucoup plus lourd que précédemment. C'est important d'avoir en tête ces données. La particularité aussi par rapport à ICS1, par rapport au système actuel, c'est que vous n'aviez qu'un seul acteur qui fournissait la déclaration sommaire d'entrée. Là, on permet à toute la chaîne logistique qui intervient au niveau du fret aérien, mais après, vous verrez, au niveau du maritime, du ferroviaire, du routier, de transmettre leur jeu de données de leur contrat de transport, parce que nous sommes à l'expédition, la granularité la plus basse, c'est-à-dire qu'on ne permet plus le groupage, on ne permet plus la consolidation. Vous devez déclarer au niveau de l'expédition, de l'expéditeur et du destinataire. Donc ça, c'est un message, n'est plus la consolidation, le groupage sera rejeté par le système européen. L'étape suivante à l'arrivée, vous avez la notification d'arrivée. Ces 3 étapes sont dans le système européen, non plus dans les systèmes nationaux. Donc dans la base centrale que l'on nomme Common Repository, et vous avez la notification d'arrivée. Et la notification d'arrivée, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le transporteur actif. Donc là, ça va être la compagnie aérienne. Elle fera la notification à l'arrivée de l'avion au premier point d'entrée, parce que les règles n'ont aucunement changé. C'est toujours le premier point d'entrée qui est responsable de l'analyse de risque. Mais la nouveauté, c'est qu'il y a une participation de l'ensemble des États membres dans l'analyse de risque. Et qu'il faudra attendre la réponse de la base centrale pour continuer le reste du process que je viens de vous décrire précédemment. Cette notification d'arrivée, elle est constituée soit des documents de transport, soit des numéros de MRN, ENS qui ont été déposés. Vous avez les 2 modes de notification d'arrivée et à partir de cette étape-là, le système va vous renvoyer un assessment complet pour dire que les ENS ont bien été acceptés et qu'il n'y a pas de levée de doute à ce niveau-là et que vous pouvez continuer votre acheminement au niveau de l'arrivée. Et vous recevrez une nouvelle information, en tout cas au moment de la notification de présentation, qui a 2 objectifs, cette notification de présentation. C'est la communication de l'arrivée de ce moyen de transport qui a fait l'objet de cette notification d'arrivée dans la base européenne. Et c'est là que vous avez ce chaînage, cet enchaînement dans notre système national PNTS. La notification de présentation et le dépôt de la déclaration de dépôt temporaire qui est là où on rentre dans la partie logistique, physique et traitement de la marchandise physiquement, parce que nous étions dans un domaine plus virtuel. Maintenant, on est dans le transfert et la logistique. Et puis la continuité, en tout cas, du process de ces marchandises. Là, c'est le système national que l'on a développé, qui est PNTS, et qui répond à la notif de présentation, à la déclaration de dépôt temporaire. C'est l'étape 4 et 5. Et cette notification de présentation, elle est essentielle parce qu'elle permet, elle a double fonction,
de notifier les déclarations sommaires d'entrée à la base centrale européenne via notre système national. Et en retour, les décisions de contrôle, elles viennent de cette base centrale. En résumé, l'ICS, qui était du niveau national, est devenu un niveau européen. C'est-à-dire que tout est géré par la base centrale européenne. Ouais, merci. Donc, ce qui change, parce que c'était l'objectif du thème de cet après-midi, sur ces slides, j'ai voulu vous faire un point de situation de ce qui change avec les systèmes ICS2 et PNTS, avant et maintenant. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer. Dans ICS1, c'était du niveau national. Vous avez notre petit drapeau français. Automate de sûreté, pour que certains connaissent, c'est Delta P la notif de déchargement correspond à la notif de présentation, mais qui permettait de notifier les ENS quand la France était point d'entrée ou quand on était pays subséquent, donc dans l'itinéraire du moyen de transport qui avait franchi le point d'entrée dans un autre État membre. Et puis maintenant, vous avez le niveau européen et le niveau national que je viens de vous décrire. Je le rappelle, toute la partie ENS, les formalités ICS2, c'est dans la base centrale européenne. La notification d'arrivée, c'est dans la base centrale européenne. Et l'enchaînement se fait par la notification de présentation des marchandises au point d'entrée ou de déchargement et de la déclaration de dépôt temporaire, qui va permettre d'obtenir l'autorisation de déchargement. Dans le slide, la partie droite, c'est le déploiement d'ICS2. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas ouvert à tous les modes de transfert. C'est décision des États membres, vu l'importance de ce process et de ces vecteurs de transport. On a échelonné en plusieurs jalons, en 3 jalons. Le release 1 qui est ouvert depuis le 15 mars 2021, mais seulement pour les expressis, hubs et les postes, à des fins de sûreté aérienne. C'est seulement le NS préchargement. Le release 2, c'est tout le vecteur aérien que je viens de vous décrire, fret cargo, fret express, c'est 3 modèles fret postal. Au 1er mars 2023, c'est ouvert, la base centrale est ouverte. Nous avons, une dérogation jusqu'au 30 juin avec d'autres États membres. Et pour les opérateurs, ils ont une fenêtre de déploiement pour les compagnies aériennes et les logisticiens entre le 1er mars et le 1er octobre. Nous avons, juste terminé, parce qu'on a une dérogation importante au niveau de la partie nationale de notification de présentation et la DDT. Pour le vecteur aérien, donc c'est une dérogation que vous trouvez sur le site de la Commission, parce que c'est une décision juridique. Pour le vecteur aérien, nous avons jusqu'au 31/12/2023. Et pour tous les autres modes de transport, nous devrons être prêts au 29 février 2024, qui est la date d'ouverture du release 3 du maritime, ferroviaire et fluvial. Et je terminerai par le calendrier quand voilà. Donc là, avant le calendrier, c'est surtout notre PNTS. Je voulais un peu vous expliquer qu'il avait 4 modules et que les 2 premiers modules qui répondent à ce que je viens de vous décrire d'ICS2, donc de la notification des ENS et la notification de présentation, c'est les 2 premiers modules que l'on va ouvrir le 30 octobre 2023 dans un premier temps, donc l'ouverture au secteur aérien. Les 2 autres modules, parce que j'ai mis l'accent sur la dématérialisation de la notification de présentation et de la déclaration de dépôt temporaire, mais après vous avez toute la gestion traditionnelle du dépôt temporaire, du suivi des marchandises en dépôt temporaire. C'est le module GA et le module REN qui est la réexportation, la notification de réexportation. C'est un seul cas qui va vous concerner, qui concerne les grandes plateformes, et notamment les marchandises qui sont en transit, pas douanier, mais en transit logistique. C'est des flux qui vont être déchargés, par exemple, à Roissy, et qui vont être réexportés parce que la destination finale est dans un pays hors UE. Là, il y a une simplification qui est portée par PNTS
d'avoir une notification de réexportation. Ça permet de ne pas refaire l'analyse de risque sûreté-sécurité parce qu'elle a déjà été faite préalablement. Donc ces modules-là seront ouverts en principe en 2024. Les deux premiers qui nous impactent par rapport au calendrier européen, c'est la mise en œuvre d'ICS2 pour le vecteur aérien. Et je terminerai par un peu une synthèse qui est notre calendrier. Voilà. Alors c'est le planning prévisionnel du projet PNTS. Donc nous sommes en train de travailler sur les instructions. Il y a des choses déjà qui ont été publiées, des fiches sur le site internet de la douane. Nous avons deux modes de connexion. Donc on ouvre un mode qui n'existait pas dans ICS1, un mode DTI, donc un module accessible sur le site de la douane, qui sera ouvert le 30 octobre. Et vous avez un module, un module d'échange de système à système, donc d'échange de données informatiques, qui va intéresser notamment les prestataires de solutions informatiques. Et là, nous avons le contrat de service, et c'est les mêmes modalités que je pense que Sandra vous parlera tout à l'heure, les contrats de service opérateurs qui vous permettent de développer et de bénéficier à un moment de la certification. Donc vous avez sur la diapo le calendrier, les textes de connectivité qui, entre juin et octobre, des tests libres pour les prestataires de solutions et la certification EDI. Et donc je pense que j'arrêterai là. Je pense avoir répondu et avoir tenu le temps, parce que je suis tellement bavarde que j'ai réussi à tenir mon temps. Oh, c'est parfait, merci beaucoup Maude. Je vous propose qu'on fasse une petite séquence s'il y a des questions dans la salle. On va en prendre 2-3 avant d'aborder le dédouanement pour que ce ne soit pas trop unilatéral. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Oui. Oui, bonjour, Catherine Amandieu-Glaudas. Moi, juste par rapport au calendrier, vous dites qu'ICS2, c'est 1er octobre et PNTS, c'est 30 octobre. Que fait-on entre le 1er et le 30 octobre? C'est une très bonne question. On travaille sur des solutions de contournement pour pouvoir notifier les ENS à la base centrale. Mais on vous en parlera un petit peu plus tard, là. Mais il y a des solutions de contournement qu'on travaille pour respecter du 1er octobre au 30 octobre. Je pense que j'ai été claire. On pourra revenir sur des questions éventuellement à l'issue de mon propos si vous avez d'autres questions qui vous arrivent sur l'avant-dédouanement. Alors, rapidement, ce que je vous propose d'aborder là pour le temps qui nous reste, c'est vous refaire un petit point pour remettre un peu dans le panorama. Pourquoi est-ce que finalement on se met en ordre pour construire un nouveau Delta IE, donc import-export? Quels sont les changements qui sont occasionnés par la mise en service de ce Delta IE? Donc un petit peu remettre tout ça en perspective. On refera un point aussi sur le planning, c'est important. Puisque c'est un des gros projets qui fait partie de cette refonte import-export telle que Stéphane vous l'a présenté dans toutes ses dimensions jusqu'à 2025. Donc ça, c'est vraiment un projet assez impactant pour une grosse majorité d'entre vous qui êtes là aujourd'hui. On fera aussi un zoom sur le périmètre fonctionnel à l'ouverture de service, une fois que j'aurai remis tout ça en perspective avec le planning. Également sur la phase pilote, donc la phase d'expérimentation, et puis point de situation sur les tests, etc., et le dispositif d'accompagnement. Voilà, de façon à ce que vous ayez... L'idée, c'est de vous donner un petit peu aujourd'hui où est-ce qu'on en est, enfin l'état de nos travaux, des éléments qu'on a vraiment maintenant complètement fiabilisés,
de ce qui reste encore à fiabiliser ou à sécuriser. Et puis, voilà, avec des échéances qui se rapprochent vraiment assez fortement maintenant, compte tenu de cette mise en service qui doit intervenir à partir donc, du mois de septembre de cette année. Alors, je ne vous fais pas toute la liste. Je voudrais simplement les messages. Pourquoi on fait un nouveau delta import-export? Aujourd'hui, on a delta G, on a delta X pour le fret express, on a delta H7 pour les biens, le e-commerce qu'on appelle, c'est-à-dire les biens inférieurs, d'une valeur inférieure à 150 €. On a, depuis la mise en œuvre du Code des douanes de l'Union, un certain nombre de prescriptions réglementaires qui n'ont pas encore été mises en œuvre, alors que nous avons l'obligation de le faire, pour la bonne et simple raison que nos outils historiques, j'allais dire, que sont Delta G et Delta X, n'étaient pas en mesure de pouvoir mettre en place toutes ces prescriptions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on restait sur les anciens systèmes qu'on mettait à niveau, soit, et c'est le choix qu'on a fait, eh bien on les oublie, on en fait d'autres. On en fait un autre qui s'appelle Delta IE, qui est construit sur un socle technique plus moderne et sur des prescriptions beaucoup plus modernes aujourd'hui. Ce qu'on a l'habitude de dire aussi dans le cadre de différentes interventions qu'on est amené à faire, c'est on ne révolutionne pas tout non plus. C'est-à-dire qu'on a bien, et parce que le Code des douanes de l'Union, il est en vigueur depuis quelques années maintenant, parce que la transition, ce qu'on a appelé la transition juridique, c'est-à-dire vraiment la mise en œuvre des prescriptions juridiques réglementaires ont pour beaucoup, notamment en ce qui concerne les autorisations, ont été mises en place. Donc voilà, donc on est toujours sur ce qu'on connaît dans le Code des douanes de l'Union et dans les deltas aujourd'hui, une déclaration en douane qui peut se faire de manière anticipée ou pas, qui permet de payer sa dette douanière au comptant ou avec le système des garanties, avec un cycle de traitement qui reste globalement le même, et surtout avec une certification opérateur économique agréé qui reste la clé d'entrée, puisque si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi un peu tout ça, le Code des douanes de l'Union, son esprit, c'est de mettre l'opérateur économique agréé comme clé d'entrée d'un certain nombre de simplifications d'autorisation. Et puis, plus concrètement, dans l'entrée dans le système Delta, on est toujours sur une entrée par un système de relations qui permet à l'opérateur, avec lequel l'opérateur peut choisir donc, de dédouaner en un temps, en deux temps, soit directement en EDI, en DTI, c'est-à-dire par un accès direct ou par un accès par un logiciel de connexion, soit par représentation directe ou indirecte, voilà, tout ce qu'on connaît en dédouanement centralisé ou pas, etc. Donc tout ce qu'on connaît aujourd'hui du dédouanement en tant que tel à l'importation et demain à l'exportation, ça n'est pas modifié par le futur Delta import-export. Alors vous allez me dire finalement, ce qui change, c'est plutôt là-dessus qu'il faut se concentrer. Ce qui change, c'est, et peut-être les choses vraiment qui sont emblématiques dans ce projet, c'est qu'on met en place ce qui a déjà été mis en place pour la déclaration H7 pour ceux qui la connaissent, donc pour les biens, je rappelle, d'une valeur inférieure à 150 €. Ce qu'on met en place, c'est la nouvelle déclaration en douane qui répond à cette nouvelle codification qui nous a imposée par les annexes du Code des douanes de l'Union, annexe B particulièrement. C'est-à-dire qu'on sera désormais sur un format non plus d'un DAU tel qu'on connaissait avec le Code des douanes communautaire, mais avec un jeu de données. C'est-à-dire que la déclaration en douane, on ne parlera plus de DAU, on parle de la déclaration en douane qui devient une transmission d'un ensemble de jeux de données. Jeu de données qui est, on va dire, assez largement ce que l'on connaît des informations que l'on a aujourd'hui dans un DAU, mais qui est enrichi de certaines données, dont les informations qui étaient dans le DAU sont déclinées un peu différemment, avec une segmentation selon qu'on est au niveau de la déclaration, selon qu'on est au niveau article, pas au segment général, au niveau article. Donc il y a vraiment une nouvelle lecture de la déclaration en douane
qui est vraiment à appréhender. Ça, c'est vraiment un gros changement, on va dire, un peu pour toutes les parties prenantes à une opération de dédouanement. Que l'on soit un importateur, que l'on soit un déclarant, enfin un représentant en douane enregistré, ou qu'on soit partie prenante à une déclaration en douane. Disparition du DAU, donc ça c'est là aussi pour ceux qui sont concernés aujourd'hui, c'est un changement majeur, c'est une appréhension à faire. C'est des équipes, toutes vos équipes à former sur ce sujet-là. C'est j'allais dire presque un coup d'entrée à avoir que de se familiariser avec un nouveau document, une nouvelle lecture de documents et des informations qu'il faut décoder désormais différemment. Bien évidemment qu'on aura toujours besoin d'avoir un format, d'avoir un document qu'on puisse éditer. Donc, je vous donne aussi cette information que la Direction générale des douanes travaille pour ses propres services à un format d'édition de ce jeu de données. Alors, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que la Commission européenne n'a pas imposé aux États membres un format tel que le DAU avait été imposé à l'ensemble des États membres. La Commission a estimé qu'il fallait, estimer que partant d'un jeu de données, on n'avait pas à établir un document en bonne et due forme commun à tous les États membres. Mais bien évidemment que de façon extrêmement pragmatique, on a quand même besoin d'éditer. Et on a quand même besoin d'ordonner les informations. Donc aujourd'hui, on est en train d'achever, nous là, ce travail de formalisation de ce jeu de données. Comme on a eu l'occasion déjà de le dire, ou j'ai eu l'occasion déjà de le dire lors de précédentes interventions, on sera tout à fait disposé à faire part de ce document, de ce modèle pour les opérateurs du commerce international qui souhaiteraient s'en inspirer, étant précisé qu'il faudra juste qu'on indique que l'édition, elle n'est pas faite par la DGDDI, elle n'est pas faite par la douane française, elle est faite par tel éditeur ou par tel opérateur. Voilà, donc ce qui est un point important quand même et un changement assez majeur, puisqu'il faudra s'habituer aussi à voir, on commence à le voir, des éditions de jeux de données par d'autres États membres qui seront forcément différents de ce qui circulera entre les opérateurs et nous. Pour aller assez vite aussi sur ce qui va changer, alors on essaye de simplifier toutes les relations de dédouanement qui existent aujourd'hui pour n'en créer qu'une seule. On est contraint aussi de prendre en compte des évolutions qui doivent être prises en compte dans nos systèmes en matière de garantie et de constatation de la dette douanière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Code des douanes de l'Union, il a aussi imposé quelques changements dans la garantie de la dette douanière que jusqu'ici nous n'avions pas mis en œuvre parce que techniquement les delta G et X n'étaient pas en capacité de le faire. Donc demain, Delta Import embarquera ces évolutions. Et puis, quand on parle de nouvelles facilités pour les opérateurs, c'est que là aussi, puisqu'on sera en capacité, on construit notre delta de manière à pouvoir embarquer dans l'outil toutes les facilités qui sont accordées qui sont retranscrites dans le Code des douanes de l'Union. Je pense même à des choses assez techniques comme des demandes d'invalidation groupée, des demandes de BAE partiel, des possibilités de BAE partiel, des choses comme ça qui sont prévues, mais que pour l'instant on n'a pas la possibilité d'accorder. Bon, vous le voyez, on l'a illustré. L'idée, c'est vraiment de passer de 5 systèmes d'information que sont aujourd'hui les systèmes existants à demain plus qu'un seul, le Delta Import-Export et le Delta H7. Je passerai un petit message quand même, c'est que, et vous allez vite le voir parce que les plannings montrent qu'on approche quand même d'échéances assez importantes, on est vraiment sur des travaux extrêmement lourds. Parce que, quand je l'exprime comme ça en disant on retranscrit, on va faire, etc., c'est quand même beaucoup d'analyses qui doivent être faites pour avoir un système informatique qui soit complètement conforme à ce qui est attendu par cette transition et cette retranscription du Code des douanes de l'Union. Voilà, donc on a encore aujourd'hui, à fin mars 2023, des travaux en cours. Quand je dis ça, c'est-à-dire nos équipes informatiques travaillent encore vraiment beaucoup pour respecter les échéances qui ont été données et présentées.
Mais pour l'instant, on a encore de grosses étapes à franchir dans les semaines à venir pour pouvoir aussi faire nos dernières livraisons, nos dernières recettes, etc., pour être à l'heure à partir du mois de juillet pour la phase d'expérimentation. Donc, je remets ce calendrier un petit peu en visibilité aussi. Simplement, il n'y a pas tant de dates à retenir que ça. La généralisation de Delta à l'import, c'est 15 septembre 2023. Avec une transition opérateur, c'est-à-dire une bascule que l'on souhaite voir faire de la part des opérateurs jusqu'à la fin de l'année 2023. C'est assez court. Ça veut dire qu'il faut se mettre en ordre de marche dès septembre, dans la mesure du possible, pour pouvoir basculer les flux. Alors après, selon une stratégie de bascule que l'on définira le moment venu, mais pour l'instant, l'objectif, il est celui-là. Préalablement, il y aura une phase d'expérimentation. J'y viendrai par la suite pour vous l'expliciter un petit peu. Cette phase d'expérimentation, elle sera ouverte à partir du 15 juillet, donc 15 juillet, 15 septembre. Phase pendant laquelle on testera pour vérifier que déjà le socle technique il est bon, ça fonctionne, pour vérifier qu'une déclaration en douane passée de bout en bout en flux réel, eh bien, elle fonctionne avec soit un paiement, soit une garantie qui est mise en place, voilà, et que tout ça est bien sécurisé pour une généralisation en septembre. On vous a mis aussi en évidence ce que vous voyez, une petite étoile, la V6, c'est la version numéro 6 du contrat, ce qu'on appelle le contrat de service opérateur. Donc, c'est-à-dire toute la retranscription des règles qui sont à implémenter dans ce Delta Import. Sachant que pour nous, la V6, c'est le périmètre du pilote, de cette phase d'expérimentation. C'est, voilà, toutes les règles, elles doivent être finalisées au sein de cette V6. Qu'on pourra publier à partir de ce début du mois d'avril. Vous avez une brique qui vous montre aussi toutes les instructions. C'est-à-dire là, en fait, c'est ce qui correspond à toute la phase de publication des instructions que doit faire la Direction générale des douanes, à la fois à l'attention de ses services déconcentrés dans les services opérationnels et à la fois vis-à-vis des opérateurs, ce qui vous intéresse davantage. D'ici la fin, je pense, de cette semaine, on va pouvoir vous diffuser le planning de ces instructions qui est finalisé, qui vous donne en fait les thématiques des instructions que l'on vous doit et la période à laquelle ces instructions vont pouvoir être publiées, selon qu'elles doivent intervenir au T2, T3 ou T4 2023, voire même 2024 pour certaines. Voilà, ce qui vous permettra d'avoir de la visibilité, 1, sur les thématiques et 2, sur la date d'atterrissage. Et puis, vous le voyez aussi, donc les tests de connectivité, tests libres et certification qui sont aussi représentés sur ce planning, avec des tests de connectivité qui ont déjà été initiés, des tests libres qui vont pouvoir aussi commencer en avril. Il nous reste encore un jeu de données, m'a-t-on expliqué, qu'on doit finaliser pour que ces tests puissent être faits complètement par les opérateurs, et des certifications EDI qui sont, elles aussi, déjà initiées et en cours. Oula. J'arrive. Je voulais juste remettre quand même mon planning pour vous dire un petit mot à la fin. Voilà. Je voulais juste quand même, ça n'apparaît pas dans le planning, mais je voulais juste quand même terminer sur ce planning en disant que une fois qu'on a fait ça, c'est pas fini. On a tout l'export aussi à mettre en œuvre, c'est-à-dire que le Delta Export, qui fera à la fois l'exportation des marchandises, la déclaration en douane d'exportation des marchandises, mais aussi le suivi de sortie de la marchandise, puisqu'il embarquera les deux fonctionnalités. Donc ça veut dire très concrètement aussi que notre Delta G et notre Delta X continueront à exister, ne serait-ce que pour l'export, le temps que tout ceci soit achevé à la fin de l'année 2024. Et j'ajouterais même que l'objectif de tout ça aussi, c'est que les États membres aient tous mis en place leur fonctionnement, leurs propres outils de dédouanement en format jeu de données, pour qu'ensuite nous puissions
nous interconnecter entre nous et puissions offrir aux opérateurs un dédouanement centralisé communautaire qui soit à l'import ou à l'export et qui soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus intéressant que ce qu'il est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on en a du dédouanement centralisé, mais on est sur des échanges qui sont pas dématérialisés du tout. Petite parenthèse. Alors là, je vais vous parler de ce que notre futur Delta Import sera en capacité d'offrir en termes de fonctionnalité à partir du 15 septembre 2023. Ce sont des informations assez récentes. On y reviendra de façon beaucoup plus, un peu plus longue lors du prochain comité utilisateur qui a lieu le 17 mai. Mais je me trouvais intéressant déjà de pouvoir le présenter aujourd'hui. À partir du mi-septembre, en fait, on sera en capacité de faire du dédouanement en un temps, en deux temps. On embarquera les flux cargo, donc c'est-à-dire aujourd'hui ce qui est dans Delta G comme ce qui est dans Delta X. On fera du dédouanement avec ou sans équipation, y compris pour le flux transmanche. Donc comprenez les flux concernés aussi par le SI Brexit. Pour une importation, c'est-à-dire en mise en libre pratique, ou pour placement sous régime particulier, sauf la destination particulière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de mettre en place la destination particulière au 15 septembre. Donc, la destination particulière, les opérateurs qui en font devront continuer à la faire à travers Delta G. Et mis à part cette spécificité pour les régimes particuliers, sinon on embarque bien sûr le dédouanement centralisé national et les paiements tels que vous les connaissez aujourd'hui. On aura aussi la possibilité d'annuler une déclaration anticipée, d'invalider une déclaration et d'un accès en DTI ou en EDI. Vous allez me dire finalement, qu'est-ce qui manque? C'est peut-être le plus important ou le plus intéressant de le voir sous cet angle. Au 15 septembre, nous n'aurons pas la possibilité dans Delta IE, donc je rappelle, de faire de la destination particulière. Nous n'aurons pas la possibilité de faire des rectifications d'une déclaration en douane. Ce n'est pas une fonctionnalité qui sera ouverte au 15 septembre. Ça veut dire qu'il faudra passer par la solution de contournement de l'invalidation le temps que les travaux soient achevés. Et si ça peut rassurer certains d'entre vous, c'est notre priorité, la rectification, ne serait-ce que parce que c'est assez lourd de traiter une invalidation à la place d'une rectification, parce que ça va potentiellement occasionner des demandes de remboursement. Ou bien que vous allez attendre que la fonctionnalité soit prête à partir du moment où on a dépassé la journée comptable, et du coup vous allez couder des dossiers qui vont arriver après en masse auprès de nos services douaniers. Donc évidemment, c'est un intérêt pour personne. Voilà. Et puis s'il y a moins de rectifications à faire sur les déclarations en douane, c'est encore mieux, c'est évident. Mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui ne sera pas offerte au 15 septembre. Voilà ce que je voulais dire sur ce périmètre. Je pourrais répondre à vos questions si vous en avez par la suite. Le pilote. Alors, juste rappeler ou vous exposer que on a fait le choix d'avoir une phase d'expérimentation qui est assez restreinte en termes d'opérateurs et en termes de flux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin concrètement d'avoir un nombre conséquent d'opérateurs. Plus vous avez d'opérateurs concernés, plus vous devez mettre aussi des bureaux de douane en face en capacité d'être embarqués dans ce pilote. Et ça, ça n'a pas d'intérêt en termes de sécurisation du système par nos collègues informaticiens. Donc, on a fait le choix d'une petite dizaine d'opérateurs et de 5 bureaux de douane, 5 directions régionales. Les opérateurs ont été confirmés, donc ceux qui s'étaient portés volontaires ont été confirmés dans nos choix. Nous avons présenté lors d'un groupe de travail spécifique déjà, c'était juste une première réunion de lancement pour dire voilà,
comment ça va se passer, un petit peu la cadence, etc. Tout ça. Nous avons fait la même chose avec les services douaniers pour être en capacité ensuite d'organiser des réunions vraiment opérateur par opérateur pour pouvoir préparer les flux qui vont être dans cette phase pilote à partir du 15 juillet. Il y a aussi une stratégie opérateur à voir, les uns après les autres. Quel flux ils veulent mettre. Est-ce que c'est à partir du 15 juillet? Est-ce que c'est un petit peu plus tard? Est-ce que c'est par client? Est-ce que c'est par... voilà, il y a tout un panel d'éléments qui sont importants à voir avec eux. Un petit mot aussi avant de venir sur ce point de situation. Sur le pilote, toujours, compte tenu de l'avancement de nos travaux, je vais me remettre sur la slide d'avant parce que sinon vous ne m'écoutez pas, vous êtes déjà sur la slide après. Pardon. Compte tenu de l'avancement de nos travaux, ce pilote, au 15 juillet, il aura là aussi un périmètre restreint par rapport à ce qui sera ouvert à partir du 15 septembre. Ça, c'est un point important, alors qu'on va voir aussi directement avec nos opérateurs concernés, mais je voulais le dire aussi. On a des... là aussi, simplement par une nécessité de prioriser les différents travaux, les différents développements, il y a des fonctionnalités qui ne seront pas prêtes au 15 juillet et qui ne permettront pas que le pilote soit, en tout cas au 15 juillet, on verra après, avant la période du 15 septembre, parce qu'évidemment, on aura encore cette période pour finaliser les travaux en cours. Mais voilà, donc ce qu'on a décidé, c'est qu'on expérimentera du un temps, donc des flux en un temps, des flux qui n'embarqueront pas des contrôles sur des documents d'ordre public, puisqu'on a encore ça à finaliser avant septembre. Donc le périmètre sera quand même sur un flux un peu plus restreint que ce qui sera généralisé. Faut là aussi, je remets un petit peu ça dans une dimension. Quand on change un delta, on ne change pas que delta en fait. C'est-à-dire que c'est tout un écosystème, tout l'environnement d'un outil de dédouanement pour lequel tous ceux qui sont connectés à nous doivent être prêts au rendez-vous le moment où on généralise. Donc ça veut dire tout ce que vous pouvez connaître ou être amené à connaître en termes de briques qui sont connectées. Ça veut dire que les relations Rosal doivent être prêtes, ça veut dire que Gun pour les documents d'ordre public doit être prêt, ça veut dire que le SI Brexit, tout ça doit être prêt, ça veut dire que France Sésame doit être prêt, ça veut dire que les CCS doivent être prêts pour les connexions, ça veut dire que, et je ne vous mets même pas la partie de notre sauce à nous, c'est-à-dire toutes nos briques à nous qui nous permettent comptablement de percevoir ce qu'on a à percevoir et en termes de contrôle, de pouvoir faire tout le travail qu'on a à faire en termes de contrôle. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a tout ce travail-là qui est embarqué dans un changement de delta import-export. Et ce n'est pas forcément je débranche G et Wix et hop, je mets sur delta IE. Puisqu'on est sur des nouveaux formats, vous comprenez bien que toutes ces briques qui gravitent, ou ces satellites qui gravitent autour de delta import-export, ils doivent aussi s'adapter à nos nouveaux formats. Donc, ce qui peut expliquer, en fait, quand on parle de travaux en cours, d'un moment de se dire, ok, mais c'est bien leur truc, mais voilà, c'est quand même pour être un petit peu aussi bien rappeler un peu cette contrainte-là. Voilà, donc j'y viens. Oui, j'ai vu. C'est ma dernière. C'est bon. Juste un petit point de situation, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure quand j'ai parlé du planning. Donc, on a ces tests opérateurs qui vont pouvoir, avec les protocoles de test qui vont être mis à disposition là, prochainement pour que les tests libres démarrent en avril. La publication du CSO, le dernier, donc, qui a été publié le 6 janvier, le prochain, donc je vous l'ai dit, prévu début avril, qui embarquera donc tout ce qui doit être dans le périmètre du pilote, je le disais tout à l'heure, ainsi que quelques fonctionnalités qui sont prévues pour l'export, puisqu'on enrichit au fur et à mesure aussi ce contrat de service opérateur des modalités de dédouanement à l'export, pour ce qui est déjà en cours. Les travaux sont parallélisés, nos équipes informatiques travaillent sur l'import, mais en même temps, elles ont bien évidemment commencé sur l'export.
Voilà. Et le dernier petit point, c'est vraiment vous remettre en visibilité vos contacts, dispositifs d'accompagnement, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire les questions que vous pouvez avoir. Bon, il n'y a pas 50 voies, hein, il y a deux adresses mail particulièrement. SI1, c'est tous nos collègues du bureau des systèmes informatiques. On vous a mis aussi les dernières documentations qui sont en ligne que vous trouvez sur douane.gouv. Particulièrement, je soulignerai ce mapping H1 DAU, donc qui est en fait le tableau de concordance entre les éléments que vous trouvez aujourd'hui dans une déclaration dans un DAU et que vous devez trouver demain dans une déclaration en douane, dite H1, avec particulièrement mis en valeur aussi les nouvelles données. Et je vous le disais tout à l'heure, le planning des instructions qu'on devrait pouvoir mettre en ligne. Si ce n'est pas vendredi, ce sera en tout début de semaine prochaine. Ce n'est pas fini, hein, on a d'autres éléments. On voudrait aussi diffuser une fiche qui vous explique un peu aussi tous ces différents lots tels que je viens de les expliquer. C'est-à-dire comment ça se passe après, hein, après le 15 septembre, quand est-ce qu'arrive la destination particulière, etc. Il y a toute la rectification, tout ça. Ça, c'est un point important. Et puis, voilà, pouvoir encore vous enrichir un maximum avant les instructions en tant que telles, la documentation qui est à disposition. Et j'en ai terminé pour tout ce que je voulais vous dire. Et si vous avez des questions, on a quelques petites minutes. On peut. Merci pour votre attention. Je rappelle que je ne l'ai pas mis dans la dernière slide, le comité utilisateur, le prochain, pour ceux qui le suivent, c'est le 17 mai. Lors de ce comité utilisateur, on refera un point planning, parce que vous voyez que ça évolue, hein, on est déjà en train de parler de périmètre qui évolue. On refera un point aussi sur les règles en matière de garantie, prise en compte de la dette douanière. Voilà, on aura le bureau en charge des règles comptables chez nous qui viendra aussi un peu préciser tout ça. Suite au dernier, à l'achèvement des travaux qu'on a pu déjà faire pour le dédouanement en un temps ou le dédouanement en 2 temps. Juste pour préciser également concernant ce comité des utilisateurs, en fait, il se destine aux prestataires de connexion EDI, aux fédérations professionnelles et à certains organismes de formation certifiés ou à la presse spécialisée. Donc, soit vous faites partie de ce public-là, soit alors, en fait, renseignez-vous en fait, auprès de ces acteurs qui pourront vous tenir informés en fait, de ce qu'il se dit dans cette enceinte-là. On les fait précéder systématiquement de webinaires en fait, avec le même ordre du jour à destination de nos pôles d'action économique et pôles gestion des procédures en région. Donc là aussi, ça peut être aussi une autre source d'information pour vous. Si vous voulez suivre l'avancée de ces travaux, il y en a à peu près tous les 2 mois. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'alimenter la machine en continu. Je n'ai plus qu'à remercier mes deux collègues en fait pour cette brillante animation sur l'avant-dédouanement et le dédouanement. On vous remercie également pour votre écoute. Et puis bon, on reste là encore quelques minutes s'il y a des questions que vous voulez nous adresser. Merci beaucoup.